Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, une émission enregistrée vendredi dans les conditions du direct. Alors que les élections régionales devraient bien avoir lieu en juin, aujourd'hui nous recevons le candidat du Rassemblement national au régional dans les Hauts-de-France. Le député Sébastien Chenu a été investi la semaine dernière. Quel regard porte-t-il sur l'actualité ? Quel est son programme pour la région ? Nous faisons le point. Bonjour Sébastien Chenu. Alors évidemment, l'actualité c'est la crise sanitaire. Emmanuel Macron s'est engagé cette semaine à ce que chaque Français qu'il désire puisse être vacciné avant la fin de l'été. Est-ce que vous y croyez ? Il faudrait déjà pour cela qu'il y ait des vaccins disponibles. On voit bien qu'en ce qui concerne les commandes de vaccins, comme en ce qui concerne la gestion de cette pandémie, les masques, les tests, aujourd'hui les vaccins, ce gouvernement n'a pas fait preuve d'anticipation et c'est un véritable fiasco à chaque étage. Les masques, on ne va pas refaire l'histoire. Les tests, on a vu la difficulté que les Français ont eu à se faire tester. Désormais, c'est les vaccins, un manque d'approvisionnement en vaccins dans lequel il y a évidemment une responsabilité du président de la République puisqu'il a souhaité que ce soit l'Union européenne qui négocie les vaccins. C'est la faute de l'Union européenne ? C'est aussi, bien sûr, oui, la faute de l'Union européenne, d'une mauvaise négociation. Je rappelle que des pays par exemple la Grande-Bretagne, qui ont négocié eux-mêmes leur livraison de vaccins, ont été livrés en temps et en heure et en nombre. Aujourd'hui, on a ce problème de pénurie. Alors, c'est vrai que dans la région, ça n'a pas été beaucoup mieux. Les institutions qui ont souhaité, comme la région, le conseil régional, s'immiscer et apporter leur pierre à l'édifice, se sont pris les pieds dans le tapis. Ce n'est pas simple. Faute de vaccins, mais surtout faute de politique cohérente sur les masques. Pas de délai respecté. Il y a eu beaucoup d'annonces qui avaient été faites. Les délais n'ont pas été respectés. On n'a pas mobilisé d'entreprises de la région pour cela. Je pense à Franprotec, qui est une entreprise dans la banlieue de Tourcoing, qui aurait pu être sollicitée. On avait des gens ici qui savaient faire des masques. Ils ont été zappés, et ils n'ont pas eu de commande publique. Pour les tests, il y a des régions qui ont fait beaucoup. Je pense à Rhône-Alpes. Ils ont testé systématiquement tous les lycéens. C'est une compétence de la région. Là, ici, chez nous, rien de tout ça. Et puis pour les vaccins, c'est du bricolage. Il y a quand même des dépistages qui ont été organisés, même si ce n'était pas... Oui, mais ce n'était pas la région. Et moi, je crois que la région, elle doit assumer ses responsabilités, notamment vis-à-vis des lycéens. Il y avait quelque chose à faire. Il y a toujours, d'ailleurs, probablement quelque chose à faire. D'autres régions l'ont fait. On voit bien que, manque d'anticipation, manque de professionnalisation, manque de vision de ce qu'il faut faire pour notre région et au niveau national. Les mêmes politiques aboutissent au même résultat. C'est 12 000 personnes vaccinées dans notre région. 12 000 qui ont eu les 2 injections au moment où nous parlons. Alors, l'idée d'un reconfinement a été écartée pour l'instant. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou compte tenu de la propagation des variants, il fallait reconfiner ? Oui, mais le choix, je crois que ce n'est pas confinement ou couvre-feu ou reconfinement. Ça ne peut pas être ça, le choix. Moi, je crois que le choix, c'est fixer une ligne d'horizon pour les Français, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui étudient, pour nos aînés, qu'ils voient un peu la lumière au bout du tunnel, se fixer des objectifs. Ce serait quoi, alors ? L'objectif, ça doit être de rouvrir, par exemple, nos commerces, nos bars, nos restaurants. Je vois, et d'ailleurs, moi j'appelle à ce qu'on fasse la même chose, il faut qu'il y ait des dérogations pour que les restaurants puissent ouvrir à l'heure du midi, notamment pour tous les gens qui travaillent, des ouvriers du BTP. Mais dans quelles conditions pour assurer justement évidemment de propagation de ces variants ? Mais vous savez, les professionnels ont déjà beaucoup d'ailleurs investi lorsqu'ils avaient rouvert à la rentrée de septembre en plexiglas, bien sûr les gestes barrières, etc. Ils savent faire. Dans les campagnes, souvent vous avez des petits bars qui font tabac en même temps. Alors le tabac d'un côté est obligé d'être ouvert et le bar, on leur demande de fermer, ce qui fait qu'on les ampute d'un chiffre d'affaires. C'était le cas à Erennes, dans la Somme, où je m'étais rendu. Mais un peu de cohérence. Des études montrent quand même que ce sont dans les lieux de restauration qu'il y a le plus de propagation du virus, alors avec des variants encore plus contaminants. Alors, il n'y a pas de cluster dans les petits bars, dans les petits restaurants. Ce sont les lieux de restauration collective, souvent, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise. Moi, je crois qu'on ne peut pas laisser sans horizon les professionnels, les bars et les restaurants. Mais il n'y a pas que ça. Le traitement des eaux usées. C'est-à-dire qu'en traitant les eaux usées, en faisant des études sur les eaux usées, on est capable de détecter des clusters quelques jours avant. Il faut le faire de façon organisée, de façon systématique. Ça fait partie des pistes pour éviter le reconfinement. Le reconfinement, c'est vraiment quand on a tout raté auparavant, on n'a plus qu'à enfermer les gens. Évitons d'enfermer les gens. Je crois que les Français, les habitants de notre région n'en peuvent plus non plus. Pour revenir sur la restauration, du coup, vous avez vu ce qu'ont fait les restaurateurs. Vous considérez que cette désobéissance civile, rouvrir, comme ça a été le cas par exemple d'un restaurant dans la Somme, ça c'est une bonne démarche, la désobéissance civile ? Non, moi je n'appellerai jamais à la désobéissance civile, parce que je pense qu'il faut être cohérent. Une société qui veut se sortir de ça doit accepter un certain nombre de règles, mais
si on peut les contester. Moi, je conteste la politique qui est menée. Je la conteste au niveau national, au niveau régional, parce qu'il n'y a pas de résultat, mais je ne dis pas aux gens « faites n'importe quoi ». Je dis qu'il faut d'autres politiques, rouvrir des moratoires sur les frais bancaires pour nos entreprises. Il y a beaucoup de choses encore à déployer, mais ne faisons pas n'importe quoi et n'incitons pas les gens à faire n'importe quoi. Cette semaine, justement, vous avez appelé à la réouverture d'une galerie commerçante d'un supermarché d'Aulnoy-les-Valenciennes, qui est sous le coup de la loi pour une centaine de mètres carrés. Mais vous le dites, il faut bien des règles, donc on ne peut pas accepter que certains ouvrent, même si c'est que pour 150 €. Oui, mais il faut de la cohérence. Avec les élus d'Aulnoy-les-Valenciennes, c'est vrai que nous connaissons bien cette galerie marchande. Ce sont en fait des boutiques qui sont juxtaposées les unes à côté des autres. Aujourd'hui, elles subissent d'une façon autoritaire une fermeture. C'est pas comme ça qu'on va créer de la confiance. Mais est-ce que l'exception, justement, c'est compatible avec la cohérence? Mais c'est pas de l'exception, c'est simplement se donner comme objectif de permettre aux gens de travailler et pas simplement faire tomber des règles de tout en haut qui privent les gens de leur activité, qui les mettent dans des situations de dépendance économique, voire de survie économique. Je lisais ce que disaient les professionnels de Chambre des métiers de la Sambre à Vénois. Nos professionnels sont au bout du rouleau. Les entrepreneurs, les petites PME, les petites TPE sont au bout du rouleau. Vous savez, moi je suis fils de commerçant. Avoir des aides, c'est très bien. Il faut bien entendu aider financièrement toutes ces structures commerçantes, mais le sens même de la vie des commerçants, je l'avais vu avec les commerçants de Valenciennes, c'est se lever le matin pour aller ouvrir sa boutique, ouvrir son magasin. C'est pas simplement une histoire d'argent. Là, les petits commerces sont ouverts actuellement. Oui, mais pas tous. Je vous parle des bars et des restaurants, bien entendu. Et puis demain, avec les dispositifs que vous signalez, c'est-à-dire la réduction du nombre de mètres carrés, on pourrait aussi imaginer, comme ceux dans la galerie commerçante d'Aulnoy-les-Valenciennes, que d'autres commerçants soient impactés. Là, c'est vraiment parce qu'on est dans un espace fermé et où, du coup, potentiellement, il pourrait y avoir plus de virus. Enfin, on est quand même dans des commerces. commerces. Les images d'Euralille. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Vous me parliez de la galerie commerciale d'Aulnoy-les-Valenciennes dans ma circonscription. Là, je considère qu'effectivement, ils subissent une règle qui est autoritaire. Alors, l'actualité, c'était aussi cette semaine, cette mère boulonnaise qui a commencé une grève de la faim. Sa fille est emprisonnée dans un camp en Syrie avec ses 4 enfants, après être partie rejoindre l'État islamique. Elle souffre actuellement d'un cancer du côlon, elle n'est pas soignée, donc sa mère demande son rapatriement. Je vous propose de l'écouter. Je suis à bout, désespérée, quoi, de souffrance, de peur. Ma fille est gravement malade, elle est sous-alimentée, elle perd du sang. Elle a mal, la tumeur est grossie, elle la sent. Aujourd'hui, je ne demande pas d'impunité, je demande juste des soins médicaux, dans le respect des droits humains. Puis, sinon, ça s'apparente à de la maltraitance et à de la torture. Alors, vous l'avez entendu, Sébastien Chenu, elle ne demande pas l'impunité, mais un rapatriement sanitaire. Est-ce que vous soutiendriez ce rapatriement ? A priori, moi, je souhaite que le droit s'applique. C'est-à-dire, je pense que lorsqu'on a commis des méfaits, lorsqu'on est parti en Syrie, on n'y est pas parti par hasard et surtout pas pour y faire du tourisme, c'est avec des idées probablement négatives, on va dire ça comme ça, pour notre pays, que cette personne est partie en Syrie, c'est-à-dire qu'elle aurait la capacité à revenir peut-être et à poser des bombes, en tous les cas à être liée à des milieux terroristes. Moi, je pense qu'elle est dans un pays qui est un état de droit, où il y a une justice, et bien elle doit s'appliquer. Elle doit rendre des comptes, dans ce pays. Moi, je pense que pour les mineurs, il faut les rapatrier. Les mineurs doivent retrouver des structures ici qui pourraient les accueillir. Les majeurs doivent aussi assumer leurs responsabilités. Il est bien facile de venir faire pleurer sur une situation qui est probablement pas simple, mais tout de même, cette dame est partie parce qu'elle voulait nuire à la France, donc nuire à la République. Ses enfants, mais pas cette femme. Non, moi je ne rapatrie pas les majeurs. Je pense qu'ils doivent régler leurs comptes et assumer leurs responsabilités avec la justice du pays dans lequel ils se sont réfugiés, là encore une fois, pour nuire aux nôtres, pour nuire à la France. Alors justement, puisqu'on en parle, un projet de loi contre le séparatisme islamiste est en cours. La droite a déjà proposé un contre-projet. Marine Le Pen aussi. Qu'est-ce que propose le Rassemblement national de différent du projet de Gérald Darmanin ? Vous savez, le projet de Gérald Darmanin, d'abord, il ne s'attaque pas fondamentalement à l'islamisme, à l'islam politique. D'abord, il n'ose pas le nommer. C'est quand même invraisemblable. En fait, il y a une espèce de loi de portée générale qui va d'ailleurs embêter beaucoup de gens, des gens qui font de l'instruction en famille ou des choses comme ça, et qui ne dit pas quel est l'ennemi. Nous considérons, et c'est une différence fondamentale avec le projet de M. Darmanin, qu'il faut nommer l'ennemi, le définir, et puis le poursuivre, empêcher son financement, empêcher le prosélytisme, expulser les gens qui aujourd'hui sont des islamistes radicalisés dans notre pays. Aujourd'hui, je vous rappelle
que personne n'est expulsé du fait du Covid. Et j'ai visité le CRA de Lille, le centre de l'Équin, le centre de rétention administrative de l'Équin. Aujourd'hui, plus personne, il n'y a plus d'avions. Vous avez donc des terroristes qui, au bout de 7 mois dans un centre de rétention, reviennent dans leur résidence, dans notre département, dans notre région. Donc il faut nommer l'ennemi, puisqu'on mène une guerre. Il faut le nommer, il faut définir ce qu'est l'islamisme et puis prendre des mesures qui soient des vraies mesures d'expulsion, d'éloignement, de mise à un terme des financements. Il n'y a rien de tout ça. Ces propositions pour lutter contre le séparatisme sont aussi très observées par les intervenants de terrain. Je vous propose d'écouter Reda Chebchoubi, éducateur qui intervient avec la préfecture dans des formations contre la radicalisation dans la région. Nous avons la chance de faire un travail de terrain avec les jeunes et je constate vraiment que ce sont juste des jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont du talent, du potentiel. Et si on les valorisait un petit peu plus, on pourrait voir des choses magnifiques émerger de ces jeunes. Et c'est ce que j'ai la chance de constater sur le terrain. Je pense que discriminer une partie de la population aujourd'hui est très dangereux et pousse les gens vers le repli communautaire. Et les mesures qui sont proposées sont discriminatoires et anticonstitutionnelles. Je trouvais vraiment choquant que tout fonctionnaire donc pourrait refuser un avantage à une personne qu'il suspecterait d'être islamiste, qu'il s'agisse de logement, de prestations sociales ou même de se voir refuser l'accès à la fonction publique. C'est antidémocratique. Et même le fait de pouvoir, il propose de pouvoir licencier pour faute grave quelqu'un qui serait présumé. Alors, comment ce parti présume, donc sur quelle base on présume que quelqu'un est islamiste? Alors, comment on estime qu'un islamiste présumé? D'abord, moi, ce discours qui est celui de la culture de l'excuse permanente, dire finalement ils étaient bien gentils, vous savez, c'est comme les terroristes qu'on attrape et puis après on va voir leurs voisins, ils nous disent c'était un voisin très gentil, il disait bonjour. Oui, enfin, en général, ça n'aura pas permis de faire l'économie de quelques vies. Moi, je suis favorable à ce que cette culture de l'excuse, on l'arrête immédiatement. Il faut définir, je le disais, l'ennemi, l'adversaire. C'est d'ailleurs la faiblesse de ce projet de loi du gouvernement, c'est qu'il ne le définit pas. Il y a plusieurs critères. C'est d'abord probablement quelqu'un qui souhaite rompre avec les règles de notre République, c'est-à-dire la laïcité, l'égalité homme-femme. C'est quelqu'un qui nie aussi souvent, et vous avez des islamistes qui le font, la Shoah, par exemple. Ce sont tous ces critères qui sont très listés dans notre proposition de loi qui permettent de revendiquer ce qu'est la lutte contre l'islam radical dans notre pays. Qui décide que c'est un islamiste présumé? Ce serait un juge, on passe devant un juge, on perd ses avantages, on perd son logement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous souhaitons que ce soit défini, que l'islamisme soit défini par la loi. C'est plus un islamiste présumé, ce sera un islamiste condamné, on va dire. Et ensuite, la loi définit selon les critères qui sont objectifs et qui sont recensés par notre proposition que cette personne est donc un islamiste et qu'elle n'a donc rien à faire sur notre territoire. Il faut aussi, et c'est fondamental, que tous ces élus, j'ai eu l'occasion de le dire, je le dis sincèrement à Xavier Bertrand qui est à la tête de notre région, arrêtent d'être en relation avec des structures qui ont un lien avec l'islamisme et arrêtent de les financer. Il a fait une charte de laïcité là-dessus justement pour empêcher madame, que les associations... c'est pas sérieux. Une charte de laïcité, d'accord, mais enfin moi j'aimerais qu'il arrête de financer des radios communautaristes 2017, qui ont un lien... Radio Pastel 1. Non, j'ai autre chose, madame, et je vais le dire sur votre plateau aujourd'hui. En 2019, la région a encore financé un emploi pour une association dont le but était d'aller animer une émission sur Radio Pastel, qui est une radio liée aux islamistes. C'est-à-dire qu'encore une fois, en 2019, Xavier Bertrand, des Républicains... Oui, j'ai la délibération. La région, ici, en 2019, a financé un emploi pour qu'une personne ait animé une émission de radio mensuelle sur Radio Pastel. On ne peut pas vérifier et Radio Pastel n'est évidemment pas une radio qui rentre dans les critères de la charte de laïcité, sinon ce même président continuerait à la subventionner. Donc ce sont des subventions déguisées, ça continue, main dans la main, Xavier Bertrand et Radio Pastel. Ce n'est pas à vérifier, c'est une délibération de 2019. On passe à une autre actualité, le Beauvau de la sécurité, grande concertation autour de la police qui vient d'être lancée. Les personnes qui espéraient plus de garde-fous pour les fonctionnaires s'annoncent d'ores et déjà déçus. Certains policiers aussi. Je vous propose d'écouter justement un fonctionnaire de police. J'en entends rien, clairement. Je ne m'intéresserai même pas à la question. Nous, policiers de base, on n'a pas été consultés, pardon.
ça serait bien de venir voir au plus proche des situations, que ce soit au sein de ma circonscription ou de toutes les autres sur le plan national, de voir les réalités du terrain. La police, elle va mal. Et j'ose espérer, j'ai encore quelques années devant moi, j'espère voir une évolution positive. C'est pas le sentiment de la majeure partie de nos collègues. On a une vision bien triste et bien opaque de l'avenir. Alors, quelle solution pour redorer l'image de la police ? Moi, je comprends les propos de ces policiers, je veux les soutenir. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, avant Noël, ce sont encore des policiers qui, à Marly, à côté de Valenciennes, se sont fait caillasser par des racailles. Quelles ont été les condamnations ? Une peine de prison ferme et des peines de prison avec sursis. Eh bien, vous avez un élément de réponse. Il faut que de l'autre côté de la chaîne, eh bien, la justice soit intraitable. Il faut que nos policiers se sentent non plus comme étant des cibles, mais se sentent soutenus. Moi, c'est le message que je veux passer. Il faut des moyens, mais aussi une volonté politique. On a compris. Alors, on va parler maintenant de votre programme pour les Hauts-de-France, votre slogan, une région qui vous protège. De qui ? Comment ? Mais vous savez, je pense que ce qu'il faut, c'est se projeter dans l'après-Covid. Évidemment, la région, telle que je l'imagine, telle que je la vois, telle que je me la vois présider, c'est une région qui doit préparer des changements de politique. On ne doit plus et on ne peut plus continuer dans l'avenir avec ces politiques qui nous ont amenés au résultat ou à l'absence totale de résultats que nous connaissons. Quand je dis que la région doit vous protéger, elle doit vous protéger dans votre sécurité. On vient d'en dire quelques mots. Elle doit vous protéger. C'est pas à la région de faire la sécurité. Si, dans les transports, par exemple, dans les TER, il y a une mission de protection. Vous savez qu'il y a un certain nombre de lignes dans lesquelles il y a des difficultés réelles. Il y avait des engagements qui avaient été pris. Vous savez combien de gares sont équipées de vidéoprotection ? 30 sur 360 et quelques, 364, je crois, dans notre région. Vous imaginez le delta qu'il reste, le chemin qu'il reste à parcourir. Donc oui, la protection, c'est d'abord la sécurité. C'est aussi la santé. On en a parlé tout à l'heure, et pas uniquement le Covid. La région a une responsabilité en matière de prévention, en matière de santé. Et on parlera peut-être de la jeunesse, mais je crois que, par exemple, un plan de lutte contre les addictions, pour une jeunesse qui, bien souvent, supporte de telles addictions, est nécessaire. Et puis, protéger, c'est aussi protéger notre identité. La fusion a été une amputation. Protéger notre économie, prendre d'autres chemins que ceux de subventionner des entreprises qui ne garantissent pas de l'emploi. Vous voyez, protéger les habitants des Hauts-de-France, ça se déploie dans tous les domaines. L'identité régionale, justement, c'est quoi l'identité régionale aujourd'hui ? Mais l'identité régionale, c'est le fait que nous soyons tous de la même région, et pourtant, lorsque nous sommes picards, moi qui suis né en Picardie, nous ne sommes pas ch'tis. Lorsque vous êtes ch'ti, vous n'êtes pas du Vimeux. Il y a donc des identités régionales. Il y a une fusion qui a été opérée, et je n'en rends pas responsable l'actuel président de région, c'était sous François Hollande. Mais cette fusion, elle a trois faiblesses aujourd'hui. D'abord, ça coûte très cher. Ça coûte des millions d'euros. Ça va coûter 3 millions d'euros par an, la fusion. Or, d'ailleurs, les employés, les agents du conseil régional n'y ont pas gagné lorsqu'ils sont picards. Le régime indemnitaire n'a pas été mis à égalité de celui des habitants du Nord. C'est aussi la concentration de moyens vers la métropole de Lille et vers Lille. On voit bien, Lille aspire les subventions, aspire les administrations, aspire les équipements publics, la culture, la santé. Beaucoup plus d'habitants et beaucoup plus de contribuables. Oui, d'accord, mais ça, si vous voulez, ça ne remplace pas le fait de cette amputation, de cet éloignement. Aujourd'hui, tout passe par Lille. Or, lorsque vous êtes au fin fond de l'Aisne, est-ce que vous sentez un rapport avec Lille ? Lorsque vous supportez, par exemple, le Tour de Picardie, qui devient le Grand Prix des Hauts-de-France, est-ce que vous ne vous sentez pas délesté de quelque chose ? Lorsque l'université d'Amiens devient le parent pauvre du monde universitaire de notre région, eh bien, rééquilibrer. C'est exactement Parce que quand même, Xavier Bertrand subventionne des associations partout, dans l'Aisne, son terrain d'origine, mais rééquilibrer, c'est pas uniquement distribuer de l'argent et faire du saupoudrage. Rééquilibrer, c'est avoir des politiques publiques qui soient fortes. Par exemple, moi, je pense que dans la ruralité, il faut s'opposer à ce que fait le gouvernement Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'en ce moment, on ferme des bureaux de poste. J'étais dans le Cambrésis la semaine dernière, je vois la réalité. À Ligny, en Cambrésis, on ferme le bureau de poste. Il faut donner du poids et donc de l'aide à la ruralité. Il faut flécher, dès qu'on crée quelque chose, une structure, quelque chose qui peut redynamiser un territoire, il faut prioritairement le faire vers la ruralité ou vers ce qui est éloigné de l'île. Je vous donne un exemple. La région a créé une maison régionale, un institut régional de la photographie. Moi, j'avais demandé qu'on puisse l'implanter à Douchy-les-Mines, où il y a déjà un centre régional d'archives photographiques. Ça permettait, on en a bien besoin dans notre secteur, de redynamiser ce secteur, d'y amener une structure culturelle. Eh bien non, où est-ce que ça a été décidé ? Et ça a été fait
fait uniquement dans le centre de l'île, dans le Vieux-Lille. Enfin, voilà, cette concentration de tout pour l'île, tout par l'île, n'est plus possible. Alors justement, c'est quoi votre politique culturelle? Quelles sont vos propositions pour la culture? Mais mes propositions, vous savez, elles vont être déclinées. D'abord, elles ne se font pas aujourd'hui sur un plateau. Je consulte, je viens d'entrer en campagne, je suis en train de constituer une équipe, je me déploie, je suis tous les jours dans la région et j'essaye de comprendre la façon dont on peut protéger, rééquilibrer. Ce sont un peu les deux piliers de cette politique. Donc en matière de culture comme dans les autres sujets, je m'attacherai à voir un petit peu ce qui est le plus efficace. Mais je vous ai donné cet exemple culturel du centre de la photo, de l'Institut régional de la photo, qui me semble être un exemple très précis. La culture a beaucoup de besoins en ce moment, on sait qu'elle est sinistrée. Bien sûr, la culture a beaucoup de besoins. D'ailleurs, je note que pas seulement la culture, mais le budget jeunesse a baissé dans la région, le budget culture a baissé dans la région. Donc, si vous voulez, ce sont des baisses de plusieurs millions d'euros qui n'ont pas été anticipées. Si l'équipe actuelle du Conseil régional avait pu un peu anticiper le fait que des étudiants de notre région se retrouvent enfermés à faire des cours à distance, eh bien, il n'aurait peut-être pas baissé le budget jeunesse de notre région de plus de 8 millions d'euros cette année. Mais là, ils viennent de voter des délibérations justement à destination des étudiants. On ne fera pas remonter, en tous les cas, le budget jeunesse de la région avec Xavier Bertrand. Vous parliez tout à l'heure de la protection économique aussi. Comment concrètement vous pouvez protéger l'emploi? Comment vous pouvez empêcher les délocalisations? D'abord en arrêtant de verser des subventions, la région l'a encore fait, à des entreprises qui ne garantissent pas d'emploi en retour. C'était le cas avec Bridgestone. On l'a déjà dénoncé. C'était 112 000 € pour la formation. D'accord. Mais quand est-ce qu'on les récupère d'ailleurs? Parce que Bridgestone a touché plus de 110 000 €, près de 120 000 € pour de la formation. Donc ils ont été très contents, Bridgestone, de toucher l'argent des habitants des Hauts-de-France. Qu'est-ce qu'ils nous ont garanti comme emploi? Rien, puisqu'ils ferment et qu'ils laissent les ouvriers sur le carreau. Et quand est-ce qu'on récupère cette somme-là? Qui la récupère? Beaucoup d'argent en prime supralégale pour les ouvriers. Non mais attendez, c'est bien le minimum. Quand est-ce qu'on récupère l'argent des habitants des Hauts-de-France qui ont été versés? Qui le récupère? Qui le demande? Bien, moi, je le demande. Comment vous auriez fait, justement, vous? Je crois qu'il faut des contrats d'objectifs. Maintenant, de l'argent public, ça doit vouloir dire de l'emploi. On ne peut pas déverser de l'argent public et ne pas avoir d'emploi en retour. Ça, c'est une ligne directrice. Comment on a la garantie de l'emploi? Puisque cette subvention, c'était pour garantir l'emploi. Mais bien sûr, en passant un contrat et en le faisant respecter. Lorsque vous passez un contrat qui n'est rempli qu'à moitié, c'est-à-dire la région donne de l'argent et en retour il n'y a pas d'emploi, c'est que vous êtes un partenaire finalement peu exigeant et Bridgestone en profite. Il y en a eu pendant 3 ans de l'emploi, du coup c'était une délibération de 2017. Non, il n'y a pas eu d'emploi pendant 3 ans. Aujourd'hui, 863 personnes sont sur le carreau et la région a financé. Sincèrement, je pense qu'il faut arrêter avec ces logiques-là. Ces logiques-là, on les connaît. C'est la même logique au niveau national. Emmanuel Macron, il a cette logique de soutien de l'entreprise sans avoir de retour sur l'emploi. Moi, je crois qu'il faut changer de logique. On ne soutient plus alors du coup les entreprises, notamment étrangères, sachant que quand même les investissements étrangers, c'est une part importante. Près d'un salarié sur 3 dans l'industrie, dans la région, travaille pour une entreprise internationale. Mais on les soutient à condition qu'il y ait de l'emploi en retour. C'est quand même assez simple à comprendre. Je viens de vous le dire, par des contrats d'objectifs. On est deux partenaires. Il y avait un contrat aussi là. Oui, mais ils ne sont pas respectés. Alors il faut les faire respecter. Si ensuite, ceux qui nous gouvernent ne veulent pas respecter les contrats qu'ils ont signés avec ces entreprises et récupérer, je vous le dis, on les récupère quand? Les milliers d'euros qu'on a versés à Bridgestone, on les récupère quand pour les flécher sur autre chose? Parce que moi, je pense, je vais vous dire, et là, on va avoir besoin d'argent, que ce qui est une des dynamiques du retour à l'emploi, c'est évidemment réussir la période d'essai. Eh bien, moi, je m'engagerai pour que la région finance les périodes d'essai dans les TPE et PME, 1 par PME, TPE, pour les jeunes qui rentreront dans ces périodes d'essai. C'est un engagement fort parce que je pense que c'est la clé de l'entrée, du retour ou de l'entrée pour la première fois vers l'emploi pour un jeune que sa période d'essai. Il faudra que la région prenne en charge cette période d'essai. On a fait évidemment calculer, évaluer ce que ça pouvait coûter aux habitants. C'est une annonce finalement, une proposition que je fais. Alors un autre dossier maintenant, l'écologie, avec le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français. Vous, président de région, quelles mesures concrètes vous proposez? Vous avez raison, c'est une préoccupation des Français et moi je crois que ça passe par plusieurs axes. D'abord, le localisme. C'est un mot peut-être un peu abstrait comme ça, mais le localisme, ça veut dire produire et consommer au plus près. Je crois qu'il faut l'encourager. J'ai vu des belles initiatives et j'aimerais demain que la région soutienne des initiatives. J'ai vu des marchés de producteurs à Ailly, le Haut-Clocher, dans la Somme. Donc je pense que ça, ce sont des initiatives, j'allais dire, très locales qu'il faut encourager. Je pense qu'il faut arrêter avec l'éolien. Là encore, où sont les résultats? Notre région
est couverte d'éoliennes. On peut ouvrir le débat sur l'utilité ou pas des éoliennes. Moi, j'ai la conviction que non seulement il n'y a pas d'utilité, que ça coûte très cher, mais qu'en plus ça détruit nos paysages. Mais un nouvel EPR alors ? Pardon ? Ça, un nouvel EPR à Gravelines? Non, ça, oui. il ne s'agit pas de ça. Moi, je crois qu'on a d'autres choses, en tous les cas, sur lesquelles on peut mettre le doigt, accélérer, notamment la filière hydrogène. Vous savez, on parlait tout à l'heure de Bridgestone. Les filières du pneu, la filière du recyclage, tout ça, ça n'a pas été ouvert comme dossier. Ce sont des dossiers que nous ouvrirons. On a la possibilité de se tourner vers des centrales hydrauliques, d'essayer de créer des centrales hydrauliques. Ça, ce sont des énergies non polluantes sur lesquelles j'aimerais que la région, et demain, je ferai en sorte que la région puisse investir. Un mot maintenant sur un dossier polémique. Les écologistes sont vent debout contre Tropicalia, une serre géante sur la côte d'Opale. La région a déjà investi 2 millions d'euros. Vous, Président, vous maintenez le projet ? Écoutez, moi j'ai une capacité à dire qu'il faut faire évaluer ce projet. Aujourd'hui, cette serre géante, elle heurte probablement à la fois l'œil et probablement aussi l'idée qu'on peut se faire de ce que doit être la nature. Moi, je ferai évaluer ce projet, combien d'argent public mis dans ce projet, quel type d'emploi en ressortent, quelle est réellement l'utilité de ce projet. Autant vous dire que je ne suis pas aujourd'hui complètement fan de ce projet. Je le ferai évaluer et puis on verra. Mais sincèrement, là, ce projet Tropicalia, c'est un projet qui tient au cœur des écologistes. Moi, l'éolien, je demanderai des référendums locaux pour qu'on arrête de couvrir notre région d'éoliennes. Je le dis parce que ça a aussi un impact économique. Nos pêcheurs en Picardie-Maritime, ils subissent aussi la dévastation des fonds marins. Très bien, on a bien compris votre point de vue. Merci d'avoir été avec nous, Sébastien Chenu. Je vous rappelle, pas de dimanche en politique la semaine prochaine. Rendez-vous dans 15 jours, même heure, même chaîne. Très bon dimanche.